Après Rassan Fawaz, que Michel Defraige a reçu tout à l'heure, nous allons également recevoir un auteur libanais, Gebran Tarazi. Bonsoir, monsieur Tarazi. Vous êtes né à Damas, dans une famille d'antiquaires, depuis 4 générations. Vous avez passé la majeure partie de votre vie entre le Maroc et le Liban. Vous avez dirigé un atelier de boiserie peinte damascène et vous vous mettez à l'écriture et à la peinture. Comment s'est fait ce passage à l'écriture? Le passage à l'écriture, en fait, il n'y a pas eu véritablement passage. Il y a eu imbrication de cet ensemble d'activités. De fait, la décision d'écrire s'est faite très tôt, à l'âge de 20 ans. Et le livre a été écrit, en fait, il y a 17 ans, donc à l'âge de 35 ans. Et les activités artisanales m'ont conduit à la décoration, dont je me suis très vite lassé. Et j'en suis arrivé à la peinture pratiquement sans le sentir. La peinture est venue vraiment naturellement, alors que la décision d'écrire était vraiment une décision de principe assez jeune. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour publier le bouquin alors? Vu les difficultés de le faire publier, quand j'ai essayé, on a trouvé le livre un peu trop odd, comme on dirait en anglais. Bizarre. C'est-à-dire que, évidemment, certains pourraient dire qu'il n'était pas bon, donc on ne l'a pas publié. Mais à la vérité, du point de vue forme, il était tout à fait étrange pour un éditeur normal. Par exemple, il est sous forme de journal, et ce journal est sous forme de dialogue, ce qui est apparemment absurde. Un journal, on utilise le je, pas le vous et le tu, etc. Voilà, c'était comme ça. En effet, votre livre est un peu bizarre, il serait même presque impossible de le résumer. Je ne sais pas si pour vous cela est possible. Est-ce que vous pourriez dire en 2 mots de quoi il s'agit? Écoutez, pour vous parler de l'histoire, il y a une histoire. Je ne pense pas que ce soit l'essentiel, mais du moment que vous avez parlé de cette difficulté du livre, elle vient en fait des conceptions littéraires que je me suis faites très tôt. C'est que c'est très bien de raconter une histoire, mais il ne faut pas que l'écriture soit un simple moyen pour aboutir à une fin qui est de raconter une histoire. L'expression est d'Alain Rogrier. Je l'ai faite mienne. Je pense que l'écriture doit avoir sa valeur propre, expressive, ne pas être un simple moyen. C'est-à-dire avoir sa richesse de sens. Elle ne doit pas se contenter de décrire, mais de faire exploser la langue. Quand on parle du phrasé de Brassens, c'est une langue en pleine explosion. Pour l'histoire, elle se situe grosso modo dans les années 50, 56, au Maroc, où j'ai passé mon enfance. Elle correspond pratiquement aux années qui ont précédé l'indépendance, qui ont été des années d'indolence. D'ailleurs, le livre a un rythme blanc au début, qui se précipite lorsque la guerre commence. Voyez. Ça se passe en 56, mais vous n'hésitez pas à y introduire des personnages qui viennent du 5e siècle et ça ne dérange personne. J'ai introduit des personnages qui viennent du 5e siècle, de même que je n'ai pas nommé cette ville pour une raison évidente, c'est que c'est une ville de composition. Je suis aussi peintre, donc en peinture, il est tout à fait banal aujourd'hui de considérer qu'on peut faire du figuratif, de l'abstrait, du semi-figuratif. Dans la littérature, c'est moins banal. D'ailleurs, c'est une des raisons qui ont fait que ce livre n'avait pas été publié à cette époque. On me disait, on ne sait pas de quel pays vous parlez. S'agit-il du Maroc ou du Liban? Bon, j'ai fait de la composition. Géographiquement, la vieille ville et la ville nouvelle, c'est exactement la description de Rabat, du Rabat de mon enfance. Oui. Maintenant, j'ai retiré l'Atlantique, j'ai mis la Méditerranée à la place. Privilège du romancier. J'ai retiré une minorité d'un quartier de la Médina pour placer les Grecs d'Orient à la place. Privilège, et je pense même obligation du romancier. Parce que la littérature, pour moi, a pour fonction, non point de raconter la réalité, mais de la transfigurer. Parce que le cinéma raconte la réalité. Vous savez, dans le cinéma, on ne peut pas tricher. Les décors, les personnages, tout ça, c'est fini, on situe tout cela. Donc, elle laisse le champ libre à l'auteur de créer un imaginaire sur base de mots. Parce que finalement, dans la littérature, il y a une seule réalité, c'est le mot. Le mot que vous utilisez d'une façon... Enfin, il y a des endroits où vous avez des phrases très poétiques suivies soudain d'expressions tout à fait familières. Je vais vous citer tout de suite un exemple que j'ai retrouvé.
Roufa, là-bas, les senteurs des fleurs sont plus fortes qu'ailleurs. Je m'en fous. C'est ce que vous mettez. Enfin, c'est assez bizarre, vous utilisez les mots d'une façon assez particulière. Vous savez, les jurons, en général, peuvent être l'expression de deux choses. Soit de la vulgarité toute simple, soit du désespoir. Alors, je pense quand même passer dans la catégorie désespoir. Mais est-ce que le lien que vous faites entre vos peintures et votre écriture, c'est justement à travers cette division des Médinas, la nouvelle Médina, la grande où il y a la petite, comme dans vos dessins où on peut voir des sortes de dessins géométriques? Un peu, vous avez parfaitement raison. Je vous ai dit que c'était un tableau de composition. Vous voyez, c'était un tableau modulaire et ma peinture est modulaire. Bon, il s'agit quand même dans ce livre de Roufa et de ses tribulations imaginaires ou réelles. On ne peut pas toujours Absolument. les déterminer. Et Roufa est fils d'antiquaire. Oui. Mais il veut écrire. Oui. Mais Roufa est également à la recherche de ses origines. Est-ce que ce n'est pas un côté un peu antiquaire qu'il a? Ben, disons que certainement. C'est un peu un côté un peu antiquaire aussi. C'est la réponse à la question que se pose tout adolescent. D'où je viens? Où je vais? Vous voyez, un enfant qui est né sans père, eh bien, il est à la recherche du père imaginaire. Nous, en Orient, on est, si vous voulez, en un sens, comme l'orphelin. Je parlais de l'orphelin. On est né un peu sans père. Dans quel sens? Dans le sens que, par exemple, notre communauté, on ne sait pas très bien quelle est son histoire. Elle a été cassée par 5 siècles de domination étrangère, turque ou autre. Vous voyez, donc, elle est cassée. Donc, on fait un peu ce cheminement. La recherche, pas du père, mais des racines. Mais il dit tout le temps, enfin, il y a une phrase qu'on trouve au début du livre, puis qu'on retrouve au fil du livre, comme beaucoup d'autres phrases d'ailleurs, mais celle-là surtout, Roufa dit « J'ai dû naître un jour de la verdure plein la vue ». Alors soit vous ajoutez avec au loin la mer, soit vous ajoutez avec au loin le désert. Que veut dire cette phrase que l'on retrouve dans tout le livre? Eh bien, cette phrase veut dire une chose très simple. J'écris à travers le regard d'un occidental. Grosso modo, la littérature francophone, d'après moi, est viciée à la base. Dans l'ensemble, elle est écrite à travers le regard d'un occidental. Les francophones écrivent tous à travers le regard d'un occidental, et ce sur deux plans. Premièrement, dans leur propre vision en tant qu'auteur de leur situation, ils le voient à travers le regard d'un occidental, et ensuite on imagine toujours un lecteur quand on écrit. Ils imaginent le lecteur occidental. Moi, tout mon effort a consisté à écrire à travers le regard d'un oriental. Or, l'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est la répétition. L'Orient, c'est la terre qui a donné ces 3 religions monothéistes qui ont envahi le monde, qui ont envahi la culture, qui ont envahi l'histoire. La répétition est le fondement même, de l'orientalité. Plus banalement, dans la chanson Kulthum, je fais du Kulthum sur un plan littéraire. Et dites-moi, pour terminer, est-ce que ce roman ne serait pas un peu autobiographique? J'ai essayé de faire aussi, autant que possible, peu autobiographique. Parce que je considère qu'on a toujours à chercher, en tant qu'auteur, à transcender la réalité. Mais il est évident qu'il faut bien trouver du matériau quelque part. Alors, où le trouver ailleurs que dans sa propre vie. Dans sa propre vie. Monsieur Tarazi, merci. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous annonce qu'aujourd'hui, le salon est ouvert jusqu'à 22h, puisque nous sommes vendredi, et le programme de demain. Demain, à 16h, rencontre avec PEF au stand de la Mission culturelle française. À 16h30, conférence de Dominique Lecourt sur le thème Descartes, savant philosophe. À 18h, conférence d'Antoine Hkayem sur le thème La Constitution libanaise, acteur et auteur, ainsi que les signatures de PEF au stand de la librairie Tarazi, de Dominique Lecourt au stand de la librairie Le Point, de Gilbert Haj au stand de la librairie Tarazi et d'Antoine Hkayem et Antoine Assis au stand de la librairie Le Point. Je vous rappelle aussi que ce soir, vous pouvez encore assister au récital de piano blues donné par Fabrice Sevry, qu'il a déjà donné hier. Alors ce soir à 21h au Chapiteau Concert. Voilà, bonsoir et à demain 17h. Premier roman récemment sorti dans la collection Écriture arabe de l'Harmattan. L'auteur de ce texte, qu'on sent presque autobiographique, est Gebran Tarazi. Né dans une famille d'antiquaires depuis 4 générations, Gebran Tarazi a longtemps dirigé un atelier de boiserie damascène avant de s'engager en pleine guerre dans l'écriture et la peinture. Gebran Tarazi, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Une vocation tardive. L'expression en est tardive. La décision remonte à bien plus longtemps. Écoutez, j'ai vécu dans une famille qui symbolise un peu l'Orient, ne serait-ce que par ses activités artistiques, qui a toujours été de travailler le mobilier oriental.
et elle a un passé relativement connu. Mais je n'ai pas pu me satisfaire de cette vocation, vu que je sentais qu'à la longue, de génération en génération, elle devenait répétitive. Et je crois que nous avons eu la chance, par notre ouverture au monde actuel, de voir qu'il fallait continuer à approfondir notre orientalité, mais pas dans un sens de répétition, ce qui voudrait dire l'entropie et la mort, mais dans un sens de créativité. C'est vrai qu'à travers le métier d'antiquaire, il y a de véritables aventures qui sont vécues, la rencontre de plein de gens. Est-ce que le pressoir au livre, votre livre, est autobiographique? Écoutez, j'ai essayé de ne pas le rendre autobiographique, parce que je considère qu'il y a des genres littéraires magnifiques, l'autobiographie, l'histoire en elle-même est un genre littéraire superbe, le roman est un genre superbe, mais je n'aime pas ce mélange des trois, ou bien le roman autobiographique, ou bien le roman historique. Je préfère carrément le roman pur et simple. Maintenant, il est évident qu'il faut bien puiser son matériau quelque part. Pourquoi cette volonté de situer votre roman, de ne pas situer votre roman, justement? Et vous parlez comme vaguement d'une Médina, l'Orient, quoi, en somme. Écoutez, là aussi, cela peut s'expliquer. Je n'ai pas voulu faire des cachotteries comme cela, non, mais comme étant peintre moi-même, j'ai un certain sens de la liberté en peinture, qui permet d'aller vers l'abstrait, par exemple, ou vers le semi-figuratif. Je n'ai pas situé de façon très précise le nom, le pays, pour une raison très simple, c'est que j'ai utilisé de nombreux éléments de ville et de pays. J'ai utilisé le Maghreb comme le Mashrek. Alors, en général, on me sort toujours des tartes à la crème de Occident-Orient. Moi, je vous dis là, tout simplement, je suis intéressé par aussi une fusion entre le Maghreb et le Mashrek. Amalgame qui a été difficile à réaliser un peu à travers l'histoire. Et oui, parce que historiquement, la coupure s'est opérée très tôt entre ces deux zones. Il se fait que dans ma vie, elle s'est réalisée. J'ai vécu une partie ici, une partie là. Vous avez vécu votre enfance au Maroc, où et vous là, avez je vu mûre ici. des événements assez historiques. Par exemple, m'intéressant moi-même à l'art islamique, ce que j'ai beaucoup apprécié au Maroc, c'est qu'on travaille beaucoup la géométrie, beaucoup plus qu'en Orient. Je vais vous poser cette question. Dans votre roman, il y a une réflexion sur l'art arabo-islamique, justement, Absolument. mais aussi sur le grand art européen. Vous qui êtes artiste peintre, quel est l'apport des courants, de ces différents courants plastiques à votre œuvre? Je vais vous dire, l'apport existe au niveau des techniques, certainement. Au niveau des mélanges des techniques aussi. Il existe aussi au niveau d'un certain sens de la vie qui doit exister dans un tableau, alors que l'art arabo-islamique est plutôt décoratif. Mais ça se limite là. Sinon, j'ai voulu absolument exprimer mon orientalité profonde, qui est antérieure à l'art arabo-islamique. Le thème principal que je traite dans ma peinture, qui est un thème très simple, Aïm, Wanaïm, est un thème qui vient de l'Orient profond, des Indes éventuellement. Il y a comme un courant mystique qui traverse votre œuvre, le pressoir de l'Olivier. Et quel est le sens de cette tentation du désert avec une rencontre avec Saint-Siméon le styliste? Je pense qu'aujourd'hui que le livre est écrit depuis quelque temps, il m'est beaucoup plus facile d'analyser un peu mes motivations, quoique je pense que l'auteur est le dernier à savoir ce qu'il a vraiment fait. Mais disons qu'il y a eu une multitude de motivations. La première, écoutez, tous les gens sont effrayés par les statistiques sur les dégâts de la cigarette. Tous les gens. Moi, récemment, je voyais des statistiques en France sur la baisse de la pratique religieuse. Dans les années 50, c'est-à-dire quand j'étais enfant, il y avait 85% de pratiquants catholiques en France. Actuellement, il y en a 15%. Moi, un chiffre pareil m'effraie beaucoup plus que la cigarette. Vous savez, la cigarette, on peut mourir 10 ans plus tôt. Mais avec la baisse de la foi, on peut, je ne sais pas moi, vers de mauvaises surprises de l'autre côté de la barrière. Ce n'est pas un livre clérical. Il y a le souffle d'une... il n'est pas très gentil. Il n'est pas très gentil. Oui, avec le côté clérical. Oui. Non, non, pour des raisons évidentes. C'est que la recherche mystique est toujours en dehors des églises, des formes, en dehors des pouvoirs établis. Vous voyez? Maintenant, il y a donc cet aspect des choses. Il y a aussi le fait qu'en tant que grec d'Orient, j'ai essayé de voir dans mon passé ce qu'il y avait d'intéressant.
Et ça m'a amené à trouver, pas seulement Saint-Simon-le-Stylite, mais tous les mouvements monastiques extraordinaires qu'il y a eu jusqu'au VIe siècle à peu près, qui ont continué en baissant. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose dans notre Orient. Vous parlez dans votre livre aussi il y a certains personnages, des Européens, des Arabes d'Orient et du Oui. Maghreb. Vous les décrivez d'une manière très vivante. Est-ce que c'est des personnages réels? Écoutez, il y a par exemple le Hajj Mohammed François, qui revient à plusieurs reprises au cours des dialogues. Ce personnage me rappelle une multitude de personnages de ce genre qui ont vécu pas seulement dans notre Orient au Maghreb arabe, mais pratiquement dans tous les pays de colonisation. Mais il se fait que celui-ci, en ce qui me concerne, est en fait un mélange de trois personnages qui ont véritablement vécu. L'un au Maroc, Hajj Mohammed Burgui, que mon père avait connu, et à qui effectivement une dame du temps des colonies lui avait dit « ça l'arabe descendait de l'autobus ». Le second, c'est un personnage que j'ai trouvé dans le livre de Jacques Berck, un livre merveilleux, Le Maghreb entre deux guerres. Jacques Berck, le grand orientaliste. Absolument, absolument, qui est le personnage du peintre Diné, lequel ressort actuellement à la surface sur le marché occidental des peintres orientalistes. Il ressort, on ne sait pas comment. Le troisième, il y eut à Damas un ambassadeur belge qui quitta la carrière diplomatique pour vivre dans un Dar où ce genre de propos que l'on voit dans ce livre, il les a prononcés devant mon père. Tout un panorama, donc, dans votre livre du monde du Mashrek et du Maghreb, comme vous aimez à dire. Et aussi, dans votre livre, on peut avoir le plaisir de lire certaines phrases assez crues et, comment dire, une certaine expérience érotique. Elle est absolument fantasmée. Elle se situe véritablement au niveau des mots. Moi, je ne saurais en donner le sens exact, mais pour beaucoup de personnes, d'exégètes récents de cette œuvre, qui n'est pas tout à fait récente, il s'agit de ruptures brusques avec un lyrisme qui pourrait être trop débridé, ou trop sentimental, ou trop idéaliste. Vous voyez ? Nadim Tarazi, donc je me suis sûr que beaucoup de gens se presseront pour lire Le Pressoir à Olive, qui est donc... Pardon, j'ai dit Gebran Tarazi, je m'excuse. Nadim, c'est le libraire, notre cher cousin qui attend Oui, bien sûr, votre grande famille, donc, oui. Et vous, c'est Gebran Tarazi, vous avez publié Le Pressoir à Olive, qui est publié chez l'Harmattan dans l'édition Écriture arabe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, vous rencontrerez Jocelyne Abdessat El Malouf. Merci Gebran Tarazi de votre présence dans notre studio. J'aimerais ajouter juste un petit mot. C'est que dans le carton d'invitation que vous voyez là, avec l'image, il est stipulé 36 vues du carré, ce qui est une allusion au Japon et à Hokusai en particulier. Et ce désir profond que j'ai d'atteindre un orientalisme général. Gebran Tarazi est un écrivain et un artiste qui travaille à Balloune. Si vous voulez aller le rencontrer, on a eu une conversation très intéressante. Avec le plus grand plaisir, l'invitation. C'est la fin de ce journal, donc à 14h30 demain, vous retrouverez Jocelyne Abdessat El Malouf, que nous sommes heureux de retrouver parmi nous.